j'ai sur ces plateaux Maître Diakessé, qui est un gnossologue, comme on le dit sur le web, sur Twitter depuis quelques heures. Oui, exactement. Un gnossologue très opposant, comme on dit souvent. Et on va le vérifier, ne vous en faites pas. Moi, je suis là un peu pour ça. Maître, on aura une petite conversation sur la situation politique. Et la situation politique dont je fais allusion tout à l'heure quand on vous qualifie des gnossologues, c'est un peu l'arrestation, on va dire, si on veut arrondir les angles. Certains parlent d'enlèvement. Moi, j'ai vu les images, j'ai cru que c'était un combat de catch, mais ça n'était pas. Cagoule, on a un pick-up militaire qui débarque à l'aéroport international d'Enjili. Oui. Vous qui avez un peu d'informations à ces sujets, d'abord, avant d'arriver là-bas, comment on peut revoir ces genres d'images après s'être battu pour l'alternance? Voilà, justement, c'est cette image et même la négation de ce qu'on peut appeler encore l'état des droits. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, les oripeaux derrière lesquels s'est caché encore les slogans d'état des droits, bon, c'est devenu un cache-sexe qui, ces jours-là, malheureusement, est tombé à nu. C'est la première fois même sous Kabila que nous attaquions, avec virulence d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas la main légère lorsqu'il s'agissait de réprimer l'opposition à son pouvoir, surtout l'opposition à la modification de la Constitution. On n'a pas vu en pleine journée sur les tarmacs, parce qu'il faut le poser, sur les tarmacs de l'aéroport, qui est en soi une zone extrêmement sécurisée, la garde républicaine en tenue, avec d'autres individus en civil, venir interpeller sur ces tarmacs une personnalité politique de l'opposition au demeurant, pour l'amener à une destination inconnue, parce que c'était ça, la réalité des images. Et plus tard, même lorsque la famille va essayer de se présenter sur les lieux où on soupçonnait que l'intéressé était, d'abord, les gens ont nié, ils ont refusé de recevoir de la nourriture. Par après, les avocats se sont présentés, on leur a refusé l'accès. Ce n'est que lors d'une conférence de presse qu'on a su que les services qui détenaient, Salomon Kalonda, puisqu'on parle de lui, était bien la détection militaire des activités antipatrie, donc notre service des renseignements militaires. Et c'est ce jour-là qu'on va commencer à articuler les plaintes mises à sa charge, les infractions qu'on va qualifier. J'espère que vous me donnerez le temps de revenir sur ça. On va revenir sur ça, évidemment. Quand on parle de cette arrestation dénoncée, des images chocs, j'ai essayé de faire un peu mes ressources. Et la question que j'ai posée, d'ailleurs la réponse que j'ai eue, je vais d'ailleurs vous l'exposer. On m'a dit que les services, quand on a affaire à la sûreté de l'État, on ne va pas arrêter quelqu'un avec des fleurs roses. Ah bon, voilà justement, en réalité, les théories et les inepties des gnossologues des tutelles. Parce que là, je leur renvoie leur qualification. Le problème que nous avons dans le pays, c'est que le droit ou les règles d'une société ne sont pas à géométrie variable selon qu'elles nous profitent ou selon qu'elles victimisent la partie contre laquelle on est en adversité. C'est très dangereux dans une société parce que, autant nous le disions des kabbalistes, nous le disons aujourd'hui, nul ne peut être sûr de ne pas être victime demain d'une injustice qui lui profite aujourd'hui. Tenez, lorsqu'à l'époque, Kalev Mouton refusait l'accès aux avocats, aux personnes à qui il avait privé arbitrairement la liberté. Mais lorsqu'il a été poursuivi devant le tribunal de paix pour torture, traitement cruel, inhumain et dégradant, la procédure venait du parquet général de la République. Il était bien content d'être représenté par les avocats. Du coup, il y avait des avocats qui parlaient au nom de Kalev. Mais il n'y a jamais eu des avocats qui parlent au nom des victimes de Kalev et qui a pu accéder à eux. Donc, c'est un peu c'est dans quoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Que ce soit en matière de sécurité de l'État, que ce soit en toute autre matière, il n'y a pas un droit exceptionnel si la loi n'a pas prévu quelque chose. Les cadres juridiques est toujours réglementé. Même notre Constitution dit, parce que les cadres exceptionnels, c'est l'état d'urgence et l'état de siège. Voilà pourquoi. Parce qu'en état de siège ou en état d'urgence, il y a d'abord suspension du fonctionnement normal des institutions civiles et républicaines et transmission de leurs prérogatives aux institutions militaires.
C'est pourquoi vous avez vu des gouverneurs militaires, et vous avez vu que certains dossiers devraient être transmis, les dossiers habituels, et gérés par les juridictions militaires. C'est la Constitution qui l'a prévu. C'est la situation la plus exceptionnelle des exceptions. L'état d'urgence, ce sont des menaces, des calamités qui perturbent le bon fonctionnement des institutions. L'état de siège, c'est quand on est agressé militairement. Donc ça, c'est la plus grande exception qui soit. Et la Constitution dit, et même en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, les droits fondamentaux, le droit à la vie, les droits à la liberté d'opinion et d'expression, sous quelques, eh bien, évidemment, par exemple, pour se réunir ou tenir des réunions, il peut y avoir des difficultés. Peut-être le temps de la liberté d'aller et venir à certaines heures est bloqué parce qu'il peut y avoir des barrages, il peut y avoir des situations particulières. Mais les règles demeurent. Et ici, on n'est pas dans le même cas. Donc, même les cas d'atteinte à la sûreté de l'État ou d'autres choses sont réglementés par la loi. Si vous n'avez plus ces cadres-là, vous êtes dans un État policier, vous êtes dans un État autocratique, donc où il n'y a plus de loi. Mais ici, et les services de renseignement militaires sont créés par la loi, leurs prérogatives sont déterminées par des textes de loi, leurs missions sont fixées par la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République, sa fonction, ses missions, ses pouvoirs sont fixés par la loi. Et vous aurez un service au nom de la sécurité de l'État qui a pour prérogative que c'est que lui-même se fixe. Et ces règles sont justement des violations de la loi parce qu'on s'exonère des principes habituels. C'est totalement faux. Ça n'existe nulle part. Pire, vous allez savoir, les gnosologues sont les braconniers du droit, des mercenaires juridiques. Lorsque vous leur demandez que tel acte, normalement la loi dit ça. Mais pourquoi dans ces cas précis, on n'a pas fait la même chose? Il vont vous citer Guantanamo, donc les mauvais exemples justement. Poutine ou cet ancien président un peu comment, hystérique des États-Unis. George Bush. Non, celui qui venait d'être chassé là. Donald Trump. Donald Trump, voilà. Donc on va vous chercher vraiment des exemples qui d'ailleurs démontrent pourquoi la loi a réglementé qu'on évite d'en arriver là. Évidemment, allez, maître, avant d'arriver dans l'affaire, vous soulevez un point très intéressant. Moi, ma première réaction est de savoir comment on en arrive là. C'est ce que j'ai d'abord savoir parce que à un certain moment, nous avions senti une certaine volonté d'échanger les choses. Je crois que quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a eu des signaux quand même qui ont permis à ce qu'on se dise « Ah, les choses ont changé ». Et à un certain moment, on commençait à voir quand même une certaine démarche, la police qui porte plainte, ainsi de suite. Et brusquement, on en arrive comme ça. Mais aussi, quand on écoute aujourd'hui les condamnations, on a comme l'impression aussi qu'il y a quand même une certaine exagération quand on parle de dictature, quand on parle... Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Ma question évidemment arrive. Est-ce que nous ne sommes pas face à un phénomène sociétal plutôt qu'à une velléité organisée et structurée d'un pouvoir donné? Parce que de Kabila à Tshisekedi, c'est quand même un monde. Oui. Justement, c'est quand même un monde. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi il y a eu cette sorte de printemps démocratique au Congo, cette libération un peu plus forte de la parole? Et d'abord parce qu'il y avait un discours politique, lui-même du chef de l'État, qui n'allait pas permettre que la presse soit muselée, qu'il n'allait pas permettre qu'il y ait des détentions secrètes. Louis président, la NER n'arrêterait plus les gens. Et d'ailleurs, normalement, lui, il devrait fermer tous ces centres de détention qui sont incompatibles avec les combats de l'UDPS. Donc, on doit dire que pendant un certain temps, on a vécu, pas avec cette illusion, c'était cette réalité, parce que c'était un combat commun, il faut le reconnaître. Mais au moins, on savait qu'on avait des personnes avec qui on avait les mêmes références, les mêmes discours, et nous étions quand même ensemble dans la rue pour des revendications. Alors, ce qui se passe, c'est que nous arrivons à la fin du mandat. Et effectivement, les pouvoirs deviennent plus autoritaires. Même le discours du chef de l'État devient un peu plus incisif et plus directif carrément. Et donc, il y a des réflexes d'autoprotection. Ces réflexes d'autoprotection ont ceci des dangereux. La première chose, ils se nucléarisent et ils polarisent les discours. C'est les eux contre nous. Et du coup, le premier volet, c'est la tribalisation du discours. Vous voyez, on nous en veut pas parce que nous sommes incompétents, on nous en veut parce que nous appartenons à telle tribu. Ça, c'est la première chose. C'est un réflexe des replis sur soi
et du fait de ramener tout le monde à se dire que on subjectivise des raisonnements. Nous ne sommes plus en mesure, si j'analyse quelque chose, c'est parce que je n'aime pas les cheveux de Litsani. Ça n'a plus rien à voir avec le fait est-ce que sa ligne éditoriale est conforme, est-ce que ses propos, ses commentaires sont libres, mais est-ce que les faits sur lesquels il articule ses propos n'ont pas été déformés et biaisés. Non, on n'est plus là, non. Je n'aime pas les cheveux de Litsani. Tout ce qu'il dira, je ne veux pas. Donc, on crée les eux contre nous. Ça, c'est souvent des discours qui se tiennent lorsque le régime est aux abois. Et donc, du coup, il veut radicaliser, il veut polariser. Donc, il y a aujourd'hui, je pense, autour du chef de l'État, un groupe de gens qui, malheureusement, est prêt à tout, recycle les méthodes de Kabila. Et on reviendra sur les fausses procédures, les intimidations. L'arrestation de Salomon Kalonda, par exemple, a été faite en pleine journée. Ça démontre qu'ils savaient que les gens allaient filmer, ils savaient que les gens allaient voir. Donc le message, c'est pour vous dire, c'est nous qui avons le pouvoir, on peut vous prendre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc si vous êtes en liberté, ce n'est pas parce que la loi l'autorise, mais c'est parce que nous décidons que vous êtes en liberté. Alors, si je rentre en 2020, je ne parle pas de vous personnellement, je ne sais pas où est-ce que vous étiez dans des camps politiques qui étaient là le jour où le président Tshisekedi a dit « Je romps avec Joseph Kabila, je vais me mettre dans une nouvelle union ». Il s'est passé un certain nombre d'actions, notamment contre Joseph Kabila, contre son pouvoir, qui, à un certain moment, y compris Joseph Kabila, dénonçait une tendance à recourir à la dictature et au non-respect des textes. Cependant, assez étrangement, à la même époque, nous avons des gens aujourd'hui, notamment, je parle du camp de M. Delam, Moïse Katumbi et les autres, qui soutenaient à ce moment-là Félix Tshisekedi dans cette, direction contre Joseph Kabila. Est-ce que nous ne sommes pas face à l'hypocrisie, finalement, comme je l'ai dit un jour sur Twitter en me faisant bien évidemment détester? Nous, à un certain moment, nous acceptons certaines bavures, certaines dictatures, quand elles sont exposées contre certaines personnes, à l'occurrence la personne que nous aimons maltraiter dans ces pays, Joseph Kabila, mais quand elles se retournent finalement contre nous, en ce moment, comme Moïse Katumbi se retrouve sous le même feu, on commence à crier à la même dictature. Est-ce que nous ne sommes pas finalement hypocrites? Est-ce que nous ne nourrissons pas, nous tous, ces systèmes qui nous rongent comme un cancer vino, évidemment? Bon, disons, en termes de concept, la démocratie a ceci d'embêtant, c'est que nous devons aussi accepter que nos adversaires aient des droits. Et beaucoup veulent davantage de pouvoir que la démocratie. Et une fois installés au pouvoir, ils sont plus à l'aise dans le costume du pouvoir, dans son volet des contraintes, dans son volet d'empêcher l'autre de parler, dans son volet de dire que c'est moi qui détiens aujourd'hui et les monopoles de la vérité et les monopoles de la force. Et vous vous alignez ou je vous écrase. Lorsque, en 2020, j'étais là, et les chefs, déjà quelques temps avant, j'étais parmi ceux qui estimaient que les mariages FCCK étaient contre nature et que le compromis qui avait permis l'existence de ces mariages était une usurpation de l'expression de notre suffrage. Néanmoins, on se disait, Tshisekedi est là, il est quand même issu de la même lutte que nous, espérons que les choses vont marcher, même quand à l'époque on le faisait chanter qu'on pouvait les mettre en accusation sur le plan constitutionnel. J'étais parmi ceux qui montaient dans le média pour dire que ça ne se faisait pas aussi facilement, que c'était un chef d'État, il n'était pas dépourvu de pouvoir et qu'on ne pouvait pas les réduire à une sorte d'appendice d'aller inaugurer les pâquerettes, etc. Parce que vous et moi, tout parti pris mis à part, nos parents n'ont peut-être pas fait les mêmes belles études que nous. Mais est-ce que vous êtes certain, vous vous posez vraiment la question, que vous êtes en mesure, aujourd'hui, de la manière dont nous sommes gouvernés, peu importe par qui, que vous pourriez donner à vos enfants au moins le même avenir que la vie que vos parents vous ont donnée? Est-ce que vous êtes sûr de la manière dont nous sommes gouvernés? Vos enfants pourront finir leurs études et trouver du travail. Et même s'ils en trouvent, qu'il soit un travail qui puisse les payer décemment et les payer régulièrement. Est-ce que vous êtes vraiment certain au plus profond de vous
que de la manière dont nous commençons, nous continuons et nous sommes gouvernés, vous pouvez répondre oui à ces questions. Je dirais non. C'est ça je suis assez pragmatique. C'est d'abord pour nous. Nous ne nous battons pas pour Tshisekedi ou contre Kabila ou pour quoi que ce soit. Nous nous battons pour léguer à nos enfants quelque chose de meilleur, un meilleur pays, ou à défaut quelque chose qui soit aussi bon que ce que nos parents nous ont donné. Et si c'est pour réguler la santé,